renforcement de capacité, l'identification des faux médicaments au centre d'un atelier des agents des douanes ivoiriens. Nous irons à Jacquesville pour parler de culture, la 6e édition du festival 3A lancée. Bandoukou, la célébration de la journée nationale de l'arbre mobilise les populations. Et puis à Gagnoa, il s'est tenu la célébration de la journée de lutte contre la corruption. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres en abrégé CAMPC a accueilli les agents des douanes de Côte d'Ivoire. Ceux-ci, au nombre de 30, sont venus renforcer leurs capacités sur l'identification des médicaments dans le cadre de la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Philippe Zabo et Ezekiel Siri nous en parlent. Ils font au moins 700 000 morts par an selon l'OMS. Le trafic de médicaments falsifiés est un fléau de santé publique. Ils sont visuellement indétectables, ce qui entraîne des difficultés à leur dédouanement et des divergences entre les services de douane de Côte d'Ivoire et l'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. D'où l'importance de ce séminaire de renforcement de capacité à l'endroit des agents de douane organisés par le CAMPC et l'AIRP. La plus grande représentation que nous avons aux portes de nos pays, c'est la douane. Donc il s'agit d'enrayer ce commerce transfrontalier de faux médicaments, de faux produits de santé. Et il y a donc eu des phases de sensibilisation, d'information, et maintenant il est temps de passer à la phase de répression. Et qui mieux que les forces de douane peuvent conduire cette répression, raison pour laquelle nous devons leur apporter tous les rudiments pour connaître ce qu'on appelle un médicament de qualité inférieure et de manière plus globale un produit de santé de qualité inférieure, parce que ce processus concerne les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires, les produits cosmétiques, etc. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un domaine d'activité très vaste qui relève de la régulation pharmaceutique. Le trafic illicite cause beaucoup de problèmes à nous tous. Des problèmes du point de vue économique, savoir le préjudice que ce qui ça donne au trafic illicite cause aux autorités légales. Cette formation concerne un échantillon de 30 agents issus des directions et services de douane. Après elle, 10 autres agents des douanes seront formés pour jouer le rôle de formateurs. L'institution de microfinance Cofina Côte d'Ivoire a offert gratuitement une formation aux entrepreneurs locaux. L'objectif était de renforcer leurs compétences en matière de financement d'entreprises. Une formation qui a été meublée par plusieurs sessions interactives dirigées par des experts financiers ainsi que des ateliers pratiques pour appliquer les concepts appris. Diane Kablancan et cette ici. Cofina Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses filiales sœurs, Finel et Cashdeal Côte d'Ivoire, a organisé une formation gratuite destinée aux entrepreneurs. Cet événement visait à fournir des connaissances approfondies sur le financement des entreprises, abordant des sujets essentiels tels que l'accès au crédit, la gestion financière et les stratégies de croissance. La première des conditions, c'est d'être en activité. Il faut être en activité depuis au moins 1 an. Il faut réaliser des bénéfices. Et il faut avoir une bonne rentabilité pour permettre de supporter vraiment les échéances de remboursement. De toutes les façons, pour démarrer, l'idéal, c'est de démarrer sur fonds propres. Il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais le plus important, c'est de démarrer l'activité. Et le crédit a pour vocation de t'aider vraiment à vite te développer. Donc forcément, le crédit qui est bien calibré aux besoins vraiment du client aura forcément une valeur ajoutée dans son entreprise. La formation a réuni un grand nombre d'entrepreneurs locaux, leur offrant l'opportunité de se familiariser avec les divers produits financiers et services offerts par Cofina et ses filiales. Les participantes ont bénéficié de sessions interactives animées par des experts en finance qui ont partagé des conseils pratiques et des études de cas pertinentes. En plus des présentations théoriques, des ateliers pratiques ont été organisés pour permettre aux entrepreneurs de mettre en application les concepts appris. Les participantes ont exprimé leur gratitude pour cette opportunité d'apprentissage et de réseautage. Ce sont des choses qu'on ne voit pas habituellement avec les banques.
C'est ma première fois à Cofinance de voir ce genre de formation en fait. C'est une expérience enrichissante parce que ça nous a permis d'avoir, comme on le dit, des critères, de comprendre, de se préparer déjà. Notons que Cofina est une institution financière spécialisée dans la mise aux finances, un segment intermédiaire entre la microfinance et la banque traditionnelle. Elle vise à combler le fossé financier en fournissant des services adaptés aux petites et moyennes entreprises qui sont souvent trop grandes pour les institutions de microfinance, mais trop petites pour les banques traditionnelles. Impact des activités anthropiques sur la distribution de la grande faune mammalienne du parc de la Comoé, Côte d'Ivoire. Tel est l'intitulé de la thèse de Touré Ninankan Joseph, une thèse qu'il a soutenue récemment devant un auditoire composé d'amis, parents, connaissances et le monde académique. Cette thèse fait de lui docteur puisqu'il a obtenu la mention très honorable. Philippe Zabo et Setekissi nous donne plus de précisions. Le jury disait a décidé de vous donner la mention la plus haute. En biologie de la conservation et gestion de la faune avec la mention très honorable. Il est colonel des eaux et forêts, ce qui l'a poussé à des recherches approfondies et ce qui a été un atout majeur pour lui. À ce titre, il faudra désormais ajouter celui de docteur de l'université Félix Houphouët-Boigny en spécialité biologie de la conservation et gestion de la faune. Un titre amplement mérité puisqu'à l'unanimité du jury, il a obtenu la mention très honorable. Il nous explique les points saillants de sa thèse. Au niveau de la particularité du parc national de la Comoé, c'est que la population ne vit pas à l'intérieur de l'aire protégée. Cette population vit autour de l'aire protégée. Il faut rappeler que l'aire protégée est ceinturée par environ 22 villages qui sont contigus à l'aire protégée. Et donc, c'est comme une île à l'intérieur de la région, n'est-ce pas, du Boukandi. Et donc, tout le patrimoine biologique s'y trouve. Je vais parler de la flore et de la faune. Et donc, les populations riveraines s'introduisent de manière frauduleuse pour mener les activités de braconnage, orpaillage. Quelquefois, ils rentrent avec leurs bœufs pour aller faire paître à l'intérieur du parc, au détriment des règles élémentaires qui régissent le fonctionnement de l'aire protégée. Donc, c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention ou bien d'interpeller cette population riveraine de la préservation, n'est-ce pas, de ce patrimoine mondial. Les recommandations faites pendant la thèse pourront être implémentées dans le parc national de la Comoé. Le docteur Touré Ninankan Joseph a eu le soutien de ses frères d'armes et du commandant supérieur de la gendarmerie. Comprendre le fonctionnement du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, et son système de financement, c'est tout l'intérêt de la séance d'information et de communication initiée en direction de la presse par le FDFP. L'objectif était de créer un cadre d'échange avec les journalistes pour leur permettre de diffuser les informations vraies sur le FDFP. Nicolas Angwa dans un commentaire de Anja Sémian. Ils sont plus d'une trentaine d'organes de presse et de blogueurs à prendre part à cette séance d'information et de communication. Une action du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. C'est l'occasion pour le secrétaire général d'expliquer aux journalistes le fonctionnement de l'institution et sa contribution dans le développement du capital humain en Côte d'Ivoire. À l'issue d'une journée d'échange, les journalistes ont compris le mode de financement du FDFP à travers les taxes collectées auprès des entreprises. Ils ont également compris qu'en termes de bilan au titre de l'année 2022-2023, le FDFP a pu répondre à plus de 90% des besoins de compétences exprimés par les entreprises. Cette formation était intéressante, était la bienvenue pour moi parce que ça m'a permis de voir qu'au-delà des formations des professionnels en entreprise, le FDFP a pu former des coopératives, a pu former des personnes dans le monde agricole pour leur permettre de mieux se structurer. Je pense que tous les équivoques ont été levés au niveau des personnes formées, des entreprises. Je pense que le secrétaire général a invité les entreprises à
payer leurs contributions et lorsqu'elles le font, à donner des plans de formation. Plus qu'une session d'information et de communication, le FDFP entend créer une plateforme durable avec les participants. Les responsables se félicitent donc de cette initiative et comptent sur l'implication des professionnels des médias qui travaillent au rayonnement de l'information. Et dans ce sens-là, nous avons des interlocuteurs qui sont ces entreprises-là, qui sont nos partenaires, mais il faut pouvoir leur donner l'information pour pouvoir leur communiquer ces informations. Et les seules personnes habilitées à le faire, eh bien, ce sont les entreprises de presse. Autre fait marquant de la rencontre, une visite guidée du site, la maison de recherche, de développement et d'innovation de Grand Bassam, qui connaît des innovations. Direction département d'Agboville pour parler de célébration du mérite. Kadja Brazin, proviseur du lycée Amadou Gon Coulibaly d'Ores Krobou, a récemment initié une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de son établissement. 71 élèves au total ont été félicités pour leur performance scolaire. La cérémonie a vu la participation de personnalités au nombre desquelles Jacob Akapo Yao, président du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Commentaire, Molésir Nascimento. « 71 meilleurs élèves du lycée Amadou Gon Coulibaly d'Ores Krobou, département d'Agboville, ont été récemment célébrés. Au cours de la deuxième journée d'excellence, initiée par Kadja Brazin, proviseur de ce lieu de savoir, l'objectif était d'encourager les meilleurs et motiver les autres apprenants à bien travailler. Les élèves ont reçu comme récompense des fournitures scolaires et la majeure de l'établissement est repartie avec un ordinateur portable de la part de la Fondation Pauline Papoin. Le proviseur Kadja Brazin et la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Péné Antoinette se sont félicités de l'amélioration des résultats à l'examen du BEPC qui sont passés de 17% en 2023 à 38,85% en 2024, positionnant le lycée à la 6e place sur 55 établissements secondaires dans la DRENA d'Agboville. Nous pensons que les élèves de Côte d'Ivoire sont méritants. Il faut simplement les encourager, il faut les motiver pour leur montrer qu'ils sont intelligents, quel que soit le collège dans lequel ils sont. Nous ne sommes pas à Abidjan, nous sommes dans une petite localité, mais le travail, l'année dernière déjà, nous avons pu obtenir un bon taux de résultats, un bon taux qui a fait que 2 de nos bacheliers ont été orientés à l'INHP. Cette année, nous sommes passés au niveau du BPC de 17% l'année dernière à 38,95%. Et voici les motivations de cette journée-là. En réalité, il faut dire que j'avais quelques craintes à la nomination, à l'affectation, je dirais, de M. le proviseur Kadja Brazin ici à Ores Krobou, chez lui. Mais j'ai été agréablement surprise par sa capacité d'intégration et sa volonté de réussir, d'hisser l'établissement à un niveau très élevé. Jacob Akakpo Yao, président du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, présent à cette cérémonie, a promis d'importantes infrastructures, au nombre desquelles une infirmerie, la rénovation et l'équipement du lycée à hauteur de 4 millions de francs CFA. Le lycée moderne Ores Krobou est un établissement de 5 hectares avec environ aujourd'hui 700 élèves et qui souffre d'un certain nombre d'un manque d'infrastructures, notamment une infirmerie que nous nous sommes engagés donc à ouvrir dès la rentrée scolaire prochaine. Il y a la clôture du lycée à faire. Nous sommes en train de nous organiser pour aider à pouvoir avoir une clôture. Il y a aussi la cantine, il y a aussi la bibliothèque. À l'issue de la cérémonie, Jacob Akakpo Yao, président du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, a été fait fils du village par la notabilité. Nous vous emmenons à Aboisseau, précisément à Adaou, un village qui décide de prendre son développement en main en renouvelant les instances de sa mutuelle de développement et en formant ses membres à la gestion des mutuelles. Dans cette salle du domicile de Feu Bléoué Aka, symbole de la réussite en entrepreneuriat agricole,
Des membres de la mutuelle développement d'Adaou sont en formation sur le thème mutuelle développement en Côte d'Ivoire, défis et perspectives, avec comme objectif d'instruire les mutualistes sur le rôle des mutuelles en Côte d'Ivoire, sur la gestion du foncier rural et sur l'accessibilité au financement des projets au Conseil régional du Sud Comoué. Moderniser le milieu, transformer le milieu, faire des infrastructures, mobiliser des gens, c'est un travail qui demande une méthodologie et ça, c'est important que les leaders de la mutuelle soient instruits sur des points clés qui peuvent constituer des erreurs ou bien des opportunités pour atteindre leurs résultats. C'est extrêmement important. La formation a précédé l'investiture du bureau de la mutuelle développement d'Adaou. Désormais, à la tête de cette mutuelle, le professeur Alban Alphonse Aouré, bien connu dans les milieux de l'économie au plan national et international. Le développement que je peux apporter à mon humble niveau doit être intégral et prendre en compte toutes les communautés auxquelles je suis attaché. Que le Seigneur nous en donne les capacités et l'intelligence nécessaires. La cérémonie d'investiture du bureau de la mutuelle a été rehaussée par la présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Dr Eugène Akaolé, mais aussi par celle du ministre délégué Watabona Ouattara. Le Dr Akaolé a salué cette initiative, lui qui connaît bien les méandres du développement local. Parlons culture. À l'instar des communes sœurs de Bonois et de Grand-Bassam, le département de Jacquesville a son événement culturel dénommé Festival des Arts et Cultures des 3A. La 6e édition aura lieu du 9 au 18 août prochain à l'espace d'Irabou. Le lancement officiel de cette 6e édition s'est fait en présence de notre reporter Mondésir Nascimento. Après les 5 premières éditions du Festival des 3A, nous voici à la porte de la 6e édition. Elle se tiendra à l'héliport de Jacquesville du 9 au 18 août 2024. C'est du moins ce qu'on retient de la conférence de presse animée par le commissariat général de ce festival à l'espace Tendance Beach de Jacquesville. Cet événement rassembleur des filles et fils de la région des Grands Ponts vise à faire connaître les us et coutumes des peuples de la région des 3A, entendez Aladjan, Akuri et Haïzi. Selon Geneviève Dagriaka, commissaire général du Festival des 3A, cet événement permettra également la consolidation de la cohésion sociale entre tous les fils de la région avec les différentes communautés ivoiriennes et celles de la CEDEAO. Le peuple Aladjan, Haïzi, Akuri est resté vraiment enclavé pendant combien d'années et les gens ont besoin de savoir la culture, comment on mange, comment on dort, comment on danse. Et nos petits-enfants sont obligés d'être avec nous parce qu'ils ne connaissent pas leur culture. C'est pour ça que je fais le festival en août, pendant les vacances, pour que les enfants puissent savoir encore et faire des recherches. Pour cette 6e édition, le tableau se veut alléchant avec des prestations artistiques et culturelles, des concerts à bout de route, une opération coup de ballet dans les quartiers de Jacquesville, un planting d'arbres, danse traditionnelle, maracana de nuit et parade des générations. Le festival des 3A, c'est une très bonne chose. Il faut faire connaître la culture de nos régions. Et ça, vraiment, elle a eu une très bonne idée. Thème choisi pour cette édition, autonomisation financière des femmes en milieu rural. Il faut souligner que cette 6e édition est placée sous le haut patronage d'Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière honoraire de Côte d'Ivoire, avec comme marraine Candia Camara, présidente du Sénat. Développer chez l'Ivoirien l'amour et le respect de la nature et en particulier la protection de nos forêts. C'est la vision des autorités ivoiriennes qui initient chaque année, depuis plusieurs années, la journée nationale de l'arbre.
Cet événement n'est pas passé sous silence à Bandoukou. Les autorités préfectorales et la direction régionale des eaux et forêts ont invité les populations à une journée de planting d'arbres. C'était en présence de notre correspondant Anissé Kouadio. Le préfet de la région du Gontougo et le directeur régional des eaux et forêts, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, la célébration régionale organisée par la direction régionale des eaux et forêts, avec à sa tête le colonel Danyogo Adama, qui s'est tenu au collège Amadou Gon Coulibaly, vise la protection du couvert forestier de la région du Gontougo. Cette cérémonie vise non seulement à montrer l'importance incommensurable des forêts, mais aussi à amener chaque citoyen à planter son arbre. En réalité, l'économie de notre pays ne repose pas sur l'agriculture, mais sur la préservation de nos forêts. Je vous demande de vous associer à l'État de Côte d'Ivoire pour aider à la restauration de la couverture, pour préserver notre vie, préserver la vie de notre descendance. Chacun de nous doit s'approprier cette journée et planter un arbre pour demain. Cette célébration a réuni les ONG de protection et de défense de la forêt, les directeurs et chefs de service et l'ensemble des autorités traditionnelles et religieuses ainsi que les populations dans leur diversité. Chacun s'inscrit pleinement au cœur du thème national 2024 qui est « Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre ». Tous se sont engagés pour sauver la forêt ivoirienne. Monsieur Anzmana Ouattara, maire de la commune de Bandoukou, je voudrais en son nom et au nom du conseil municipal, j'exhorte chacun de nous à faire du planting d'arbres un projet constant. Nous faisons la promotion de la préservation de la forêt ivoirienne à travers les plantings. Pour nous, les ONG, de passer aussi véhiculer des messages de sensibilisation pour permettre que toute la population puisse prendre cette activité de reboisement en main. La région de Gontougo s'inscrit pleinement dans cette vision des autorités ivoiriennes en plantant un arbre car le couvert forestier ivoirien est fortement menacé et perturbé, passant de 16 millions d'hectares au lendemain des indépendances qui a fortement chuté aujourd'hui à environ 3 millions d'hectares en 2024. À Gagnoa, l'ONG Civis Côte d'Ivoire a organisé en collaboration avec le réseau ivoirien des leaders et la garde citoyenne une conférence débat à l'occasion de la 8e journée africaine de lutte contre la corruption. Cette activité avait pour objectif de sensibiliser les leaders communautaires de la région de Gagnoa à s'inscrire dans la lutte contre la corruption pour une bonne gouvernance. Gervais Amani et Michel Brou. Les populations et leaders communautaires de Gagnoa doivent dénoncer les cas de corruption auprès des autorités compétentes pour promouvoir la bonne gouvernance. C'est le message adressé aux auditeurs de la conférence débat à la 8e journée africaine de lutte contre la corruption. Ce rendez-vous a été animé sous le thème « Les mécanismes efficaces de protection des lanceurs d'alerte », un outil essentiel de lutte contre la corruption. Pour le président de Civis Côte d'Ivoire, cette disposition participe à la bonne gouvernance. Messieurs, il y a des filles comme ça qui filment aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de vous faire taper par les policiers. Il y a des épingles qui filment. Ce qui est conseillé, c'est d'approcher. Dernièrement, un commissaire et ses gardes ont tapé des jeunes de mon quartier d'Amobo. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, le commissaire a été radié, c'est passé à la RTI. Parce qu'ils ont demandé de l'argent aux jeunes. Et le jeune n'a même pas filmé le visage. Il a filmé au sol pour ne pas que le policier cache son portable. Il a filmé au sol, mais on reconnaissait vraiment la voix du commissaire et de ses 4 agents. Donc c'est ce qui est demandé en tant que citoyen. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui ici, c'est que vous soyez actifs. Mais on dit ne mettez pas votre vie en danger. Civis Côte d'Ivoire est une association d'éducation à la citoyenneté et à la promotion des droits humains, dont la mission est de contribuer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action. Et à San Pedro, le conseil régional a tenu sa session ordinaire, 3e du genre sur l'exercice 2024. Au cours de cette assise, plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'examen et l'adoption du projet triennal 2025-2027. Abel Kwao et Anja Sémion nous donnent plus de précisions. C'est une 3e session ordinaire de l'exercice 2024 qui aura tenu toutes ses promesses. Plusieurs points ont été abordés, notamment le projet du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2024, examiné et adopté par les conseillers régionaux.
Le projet s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 5 milliards, soit un taux d'accroissement de 10,84% par rapport au budget modificatif numéro 1 de l'année dernière. Il faut dire déjà que nous sommes à notre 3e réunion du Conseil régional de San Pedro et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir toujours mieux adresser, si vous voulez, les préoccupations des populations et les reconvertir dans un document officiel. On a les différents projets de budget et aujourd'hui, pour satisfaire à certains excédents ou éventuellement à certaines modifications financières, nous sommes obligés de contenir tout ça dans un document qu'on appelle le budget modificatif. Donc dans ce budget modificatif-là, nous étions obligés de prendre en compte un certain nombre d'actions qui répondent naturellement aux préoccupations des populations et il était tout à fait normal d'informer toute la population, d'informer la population de la région de San Pedro sur les différentes évolutions, les différentes modifications qui ont eu dans le dernier document. Alors, je peux vous dire sincèrement qu'on a été édifié. Je suis convaincu qu'avec le président Nabo Clément, avec son équipe, des choses merveilleuses vont se passer dans la région de San Pedro ici. En termes de développement, en termes de soutien aux actions des populations et tout et tout. Pour mener à bien sa politique de développement local sur les 3 prochaines années, le Conseil régional de San Pedro a décidé, conformément à la vision de son président, d'intervenir dans les différents domaines tels que l'éducation, la santé publique, l'agriculture, l'assistance sociale, l'élevage, la pêche, le commerce et l'industrie. Terminons ce journal en images. L'Agence américaine pour le développement international et le ministère fédéral de l'électricité du Nigeria ont signé un protocole d'accord pour soutenir les réformes du secteur de l'électricité, la transparence du marché et un accès élargi à une énergie durable pour les Nigérians. L'accord facilitera la mise en œuvre d'un programme d'assistance technique financé par une subvention du gouvernement américain de 75 millions de dollars pour le développement et les réformes du secteur de l'électricité au Nigeria. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à Business 24 Africa, votre télé utile.